Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Yves Vialeton, lecture du jeune Corneille, l'illusion comique et le Cid. Cette lecture est réjouissante car les deux pièces marquent un moment crucial de la littérature. 1636, le Cid, c'est l'événement littéraire. Le théâtre représente les mœurs de la modernité française. C'est un moment d'enthousiasme pour le théâtre et des possibilités de spectacle qu'il offre. Les auteurs de l'Antiquité enseignent aux hommes du XVIIe siècle que les passions relèvent de la morale, mais que leur connaissance est aussi fondamentale dans l'art de persuader un auditoire. Éloge du théâtre comme divertissement. Le sens d'une œuvre, c'est aussi le sens de l'image qu'une collectivité, à un moment donné, a de cette œuvre. Un engouement de plus en plus puissant pour le théâtre. L'illusion comique se prolonge en comédie et s'achève en tragédie. Le caprice et le souci cornélien d'affirmation de la position d'auteur de Corneille, portée esthétique. Caprice et pièce capricieuse est une manière de désigner ce qui est de l'ordre de l'invention de l'auteur et de la perception de l'œuvre elle-même. Comédie qui transgresse d'une manière apparente les codes monstruosité et extravagance. La pièce fait l'éloge du théâtre et de son pouvoir d'illusion. Théâtre exubérant et insaisissable. Célébration du théâtre et de ses richesses et de son affirmation. L'illusion comique est un assemblage de comédie et de tragédie. Genre narratif car elle rapporte des faits passés. Genre dramatique car ces narrations sont souvent dans l'intrigue qui a une fonction autre que purement descriptive. Décrivant un événement dans un contexte conflictuel, le roman traitant d'amour est écrit en prose et est considéré comme un genre inférieur à l'épopée écrite en vers. Le recours aux narrations permet d'étendre le temps et l'espace dramatique hors de la scène. L'art dramatique, lui, est voué à l'ici, maintenant, de l'énonciation. L'extension temporelle permet l'intrusion du narratif et l'exploration spatiale. La narration permet de rencontrer aux racines de la quête de soi. Les narrations transportent l'action invisible du plan humain au plan divin. L'héroïsme et l'amour sont introduits dans la comédie grâce aux narrations mensongères. Le théâtre s'affirme comme le genre par excellence. Le hors-scène théâtral est un moyen de donner à imaginer des fictions possibles. Le hors-scène permet de prolonger l'action principale par les suggestions de fils dramatiques restant soumises au doute. Lorsque l'action se fait tragique, le hors-scène contredit la scène, poussant le spectateur à s'interroger sur les frontières entre les genres. À l'amour, sentiment élevé, se substitue le plaisir et le désir, sensualité. Le spectateur se met à douter de ce qu'il entend. On voit ainsi prendre conscience de la dimension théâtrale du spectacle qui se déroule sous leurs yeux. La pièce constitue donc un éloge du théâtre. Champ sémantique relatif à la représentation visuelle, spectacle, les yeux. Ce sont des mensonges que le théâtre crée de toute pièce, un monde fictif qui en sort glorifié. Retouche du Cid entre 1637 et 1660, réécriture supprimant 448 vers. La question politique devient centrale. Qui ne craint point la mort, ne craint point les menaces. Supprime la raillerie cruelle sur l'âge et les défauts physiques. La nouvelle version est dans le grand genre de la tragédie, dimension publique, cérémoniale. Il infléchit le style de ces personnages, plus mesuré, plus poli, en retranchant une certaine goujaterie. Exciter la pitié doit se faire dans le cas d'une tragédie aux mœurs polies, tragédie respectueuse et civile, toujours honnête et raisonnable, bannissement de la fureur avec son lot d'injures. La colère n'est plus la passion noble associée par excellence à la tragédie.
L'infante dans le Cid relie deux univers antagonistes, le désir de conserver les vieilles valeurs tragiques, affaires d'État, discours d'apparat, grandiloquence, fureur des personnages, tout en accueillant les nouvelles valeurs mondaines, langage galant et esthétique de l'honnête homme. Le Cid oppose l'impétuosité aux lois du devoir et aux tendances, aux tendresses du sang. Le roi joue un rôle décisif car il incarne et détient le pouvoir. La désobéissance n'est qu'une apparence. Aristote faisait de la bienveillance eunoia l'un des trois piliers de l'éthos, rhétorique, bienveillance, vertu et prudence. Les professeurs de rhétorique des collèges de jésuites faisaient du découpage des textes classiques, du Cicéron et du Cantilien, isoler les passages qui pouvaient s'apparenter au discours et à repérer à l'intérieur de ces extraits les mouvements canoniques du discours oratoire, l'exorde, la narration, la discussion ou la péroraison, l'exorde. Le roi est un arbitre et organise le débat. L'héroïne tente de fuir la sphère privée, celle du sentiment, pour articuler le débat. A des préoccupations plus élevées, la preuve pathétique vise à susciter chez le roi à la fois colère et pitié. Le plaidoyer s'appuie sur des raisonnements déductifs typiques de l'éloquence judiciaire. La ruse principale consiste à adosser l'argument purement logique sur les preuves subjectives. Rodrigue parvient totalement à une maîtrise de la pression amoureuse. À l'inverse, Chimène, à l'instar des personnages féminins, figure l'incapacité de se défaire de l'emprise des passions. L'empire des passions. Désir puissant de démonstration de Rodrigue, Chimène subit l'événement. Balance tragique entre l'amour et l'honneur. La forme poétique des stances interrompt l'action, répond à ce besoin d'un moment de pause. Les personnages de la comédie s'identifient aux honnêtes gens et parlent, agissent comme eux. Pragmatisme du mariage, de l'argent, de la condition, de l'âge, obstacles et dangers qui séparent deux amants. Matamor exalte l'excès de courage, mais il incarne les traits du peureux. La fuite préserve les grands courages. C'est une loi providentielle qui inspire les âmes et les pousse à s'unir. L'emphase est un moyen de provoquer la colère. Clindor méprise un mariage d'amour, convaincu qu'une condition modeste nuit à la vie conjugale. Solitude du monologue, qui cadre sa colère, assure sa vengeance. Le pouvoir de l'amour est théorie sur les fondements de l'amour durable et l'éphémère amour-passion. L'illusion comique met en relief l'importance de l'amour. Le Cid est la genèse de la poétique cornélienne, le moment où les passions l'ont emporté sur l'intrigue. Le Cid est du côté de la comédie. Il exploite et amplifie la colère, la vengeance, l'humiliation, l'ambition, l'envie, l'honneur. Il donne dans le pathos et la pompe. En 1630, la tragédie est le genre le moins défini. Le Cid fut un triomphe à la cour et au public. Cela est beau comme le Cid. Chapelain la condamne. Une polémique survit. Chimène continue à aimer l'assassin de son père et le dénouement avec l'annonce du mariage ordonné par le roi. Ce n'est pas une personne vertueuse. L'auteur en fait une impudique et une parricide, précepte de la morale. Indigne de voir la lumière, transgression. Nous la blâmons que l'amour l'emporte sur ses devoirs, qui finissent dans l'assemblée quand la belle avait la visite du meurtrier. Jugement d'un point de vue moral. Corneille répondra que les grands sujets doivent toujours aller au-delà du vraisemblable. La littérature ne saurait être jugée au nom de la norme socio-idéologique exprimée. Désir, réalité, transgresser l'interdit pour satisfaire son désir, tuer le père de la belle pour l'épouser et de jouir effectivement, affectivement et sensuellement. Chimène est objet où on impute aux femmes les conduites répréhensibles, l'ordre social est en péril. La transgression s'adapte aux idées morales dominantes, l'art élabore un compromis entre désir et réalité. Les critiques à partir de 1630 jugeront selon la raison morale. Au-delà de la transgression de Chimène, il y a une intégration politique.
Depuis 1628 et l'esthétique hédoniste. La poésie composée pour le théâtre n'est faite que pour le plaisir et le divertissement, et contrebattue par celle des normes, de la raison, de la morale. Corneille accorde moins d'importance aux règles et à la réflexion qu'à la spontanéité du public. Plaire, intégrer le vitalisme pulsionnel et passionnel, l'intégrer sans la détruire, sans le détruire. Les moralistes veulent éliminer les pulsions, le plaisir doit être conforme à la raison, une place subordonnée si ce n'est entièrement éliminée. Position politique de Corneille, cesser les complots et s'unir derrière Richelieu. Le mariage de Chimène est adhésion à l'union patriotique, intégration, soumission au compromis monarchique. Elle n'épouse plus le meurtrier de son père, il passe de la fonction destructrice à la fonction salutaire. L'arbitrage de l'État décuple la récompense à l'héros national. Corneille élabore une force de l'exemple, instruction par le discours, rapport pédagogique, celui que le sage a dans la tradition philosophique. Corneille raconte aux gens qui viennent le voir que leur propre histoire. Galien conseillait l'homéopathie, saignant le mal par une installation, par une distillation dans les mêmes éléments qu'il avait causés dans le déséquilibre. Au contraire, l'allopathie neutralisait les déséquilibres de l'âme et du corps par l'utilisation de substances inverses. Capacité thérapeutique du théâtre, purgation des passions comme effet de théâtre. Corneille avait 30 ans quand il a fait le Cid bel âge, où il avait tout son lutin, dit Molière, et tout son démon. En 1660, il regardera avec ironie des pièces de jeunesse, ces pièces de jeunesse, en la situant dans une époque révolue pour en excuser les fautes ou faire valoir les trouvailles. Le Cid est éternel, car il est retour à un paradis perdu, originel, liberté archaïque, âme de l'enfance. Il est classique au sens péjoratif du terme. Admiration de Napoléon pour un Corneille penseur du pouvoir absolu. En 1930, résurrection de Corneille après un gouffre d'indifférence. Peggy, dès 1910, Corneille en épouse la gloire, dira adieu à sa jeunesse, dont la nostalgie va ponctuer la suite. Interprétation mythique de Gérard Philippe, mort en 1959. Son sourire, sa gaieté juvénile, l'allégresse, charmant. Il s'amuse, il nous amuse. Thème de la jeunesse du Cid. Pour Jean Vilar, le Cid est la pièce la plus fraîche de notre littérature dramatique. Souci constant de Vilar de toucher un public jeune à Anne-Avignon. Francis Huster, pareil, 40 ans plus tard, œuvre de jeunesse qui plaît à provoquer le Cid à garder sa jeunesse. Avec Vilar, le Cid devient l'allégorie d'un jeune, une espagnolade. Demande à Philippe de danser de façon grotesque. Vilar l'appelait œuvre mère au cœur des fêtes de la fraternité, lieu de mémoire partagée. Jean-Yves Vialeton, lecture du jeune Corneille, l'illusion comique et le Cid. Merci.